Parfait, je pense que l'enregistrement est lancé. Je reprends. Exactement, si tu veux bien. À toi la parole. Ok. Bon, alors on est un peu en retard, donc je ne vais pas pouvoir redire tout ce que j'ai dit. Je vais quand même partager le plan de l'intervention pour que vous ayez une idée. Donc voilà, très rapidement, l'objectif de cette présentation, ça va être d'essayer d'apporter des éléments de compréhension et d'explication de pourquoi est-ce que les auteurs et autrices de bande dessinée ont du mal à forger un groupe professionnel, à constituer un groupe professionnel. Et en même temps, dans le même mouvement, les autrices, elles, si on se limite au groupe social des autrices, elles semblent avoir plus de facilité à former un groupe. Et justement, c'est ça qui va m'interroger, pourquoi cette différence dans la formation d'un groupe professionnel. Donc, en abordant successivement ma démarche d'enquête générale, la manière dont un problème professionnel va être transformé en problème public en me concentrant sur le cas des autrices, et dans un troisième temps, en explorant les différentes explications, en essayant d'apporter des hypothèses, et notamment l'hypothèse suivante qui est encore en cours de réflexion. Donc vraiment, je serais ravi d'avoir vos avis là-dessus. L'idée selon laquelle, en fait, les manières de politiser les problèmes dans le groupe des autrices a quelque chose de spécifique. Je vais parler d'une politisation hybride et une politisation qui est non seulement hybride, mais surtout adaptée à la manière dont le travail est organisé. Donc voilà, sans plus attendre, je vais essayer un peu au pas de course de vous présenter tout ça. Mes excuses d'avance si c'est un peu rapide et s'il y a beaucoup de concepts. Voilà, je suis sociologue, j'utilise beaucoup de concepts et de mots très compliqués. J'en suis vraiment désolé. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc déjà, pour commencer, je vais vous parler de mon dispositif d'enquête. Donc le dispositif d'enquête, c'est celui de ma thèse. C'est une thèse qui se base essentiellement sur de l'ethnographie, soit une méthode d'observation qui consiste à passer du temps de manière très régulière auprès des acteurs. Donc c'est des observations que j'ai commencées en 2014 qui m'ont permis d'entrer dans les ateliers d'auteurs et d'autrices, mais également de les suivre dans les différents lieux où ils travaillent, donc notamment les festivals qui occupent une place centrale dans cette profession. Donc avec cet objectif qui était de vraiment observer les pratiques au plus près des acteurs, et notamment ce qui m'intéressait, c'était ce que l'on appelle en sociologie les épreuves ou les micro-épreuves, à savoir des difficultés qui sont rencontrées dans l'activité et qui nécessitent une adaptation. Donc voilà, vous avez quelques exemples d'épreuves ou de micro-épreuves qui apparaissent. Et donc voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de décrire ces épreuves et de voir comment elles étaient gérées par les personnes. Alors, donc, ces observations, elles se sont faites donc, sur les lieux de travail, mais en fait, en suivant ces auteurs et autrices, je me suis rendu compte que, au-delà de ces lieux de travail, il y avait aussi des espaces de discussion où justement ces épreuves étaient commentées, discutées. Et donc, en fait, j'ai adapté mon dispositif d'enquête pour en fait intégrer les mobilisations, les actions collectives des auteurs et des autrices. Donc, que ce soit des formes très publiques, les marches, les débrayages de dédicaces, les réunions d'information, etc., mais aussi des réunions plus privées, des débriefings entre membres d'associations, des réunions avec les administrations publiques, des échanges de courriels, etc. Donc voilà, une thèse basée essentiellement sur de l'ethnographie, environ 250 journées d'observation cumulée, mais aussi d'autres méthodes. Alors, je le dis très rapidement, des entretiens semi-directifs, de l'analyse de courriel, des données quantitatives réunies avec les états généraux de la bande dessinée auxquels j'ai participé, et enfin une mise en perspective historique des données par l'exploration de différentes sources d'archives et aussi de travaux historiques de seconde main. Et sur un autre registre, je le signale également, que l'enquête a été enrichie par mon investissement dans la création et l'animation d'un blog de bande dessinée consacré à la sociologie. C'est une activité annexe que j'ai pu faire seule ou en collaboration avec l'autrice Léa Mazet, qui en fait m'a permis d'expérimenter un certain nombre d'aspects du métier d'auteur, que ce soit dans sa dimension créative, promotionnelle ou administrative. Donc, au fil de mon enquête, je me suis rendu compte que les épreuves rencontrées dans l'activité, c'était vraiment, il y en avait énormément et c'était ça qu'il me fallait étudier. Et en fait, ça m'a conduit
progressivement à mettre en place une analyse des processus de politisation. Autrement dit, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les auteurs et les autrices pouvaient transformer ces problèmes qui sont a priori des problèmes singuliers, des problèmes individuels, comment est-ce qu'ils les transformaient en problèmes collectifs au point parfois d'en faire appel à l'État pour gérer la situation. Donc là, j'insiste juste sur le fait que la politisation, je l'aborde comme un processus. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui facilitait ou au contraire entravait cette généralisation des épreuves rencontrées en problèmes qui relèvent de plusieurs personnes. Donc voilà, pour revenir à l'épreuve que j'évoquais tout à l'heure, la question était de savoir comment est-ce que les auteurs qui évoquent le fait qu'il y a un manque de solidarité dans leur métier pouvaient en même temps, des fois, s'engager dans des formes de politisation, de généralisation à partir des épreuves individuelles, et voilà, essayer de voir comment est-ce que à la fois cette politisation, elle paraissait très improbable aux yeux des auteurs et des autrices, alors que pourtant, dans le même mouvement, ils et elles parvenaient tout à fait à se mobiliser et à mettre en place des actions collectives. Alors, donc vous l'avez compris, mon objet, c'est la politisation. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus que la politisation, ou en tout cas, en plus de la politisation, la question qui était centrale, c'était celle du professionnalisme, parce que en fait, ce qui se joue dans la politisation, c'est la construction d'un groupe social, et en l'occurrence, la construction d'un groupe professionnel, celui des auteurs et autrices de bande dessinée. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un groupe professionnel des autrices et auteurs de bande dessinée? Alors, au début de l'enquête, c'était très difficile de répondre positivement à cette question parce que ce que je constatais, c'est qu'une même personne pouvait tantôt être considérée comme très professionnelle et des fois, quasiment dans la même discussion, accusée de manquer grandement de professionnalisme, au point parfois même de se voir refuser l'accès à la profession. Donc c'était assez embêtant parce que les auteurs et autrices avaient du mal à s'accorder sur ce que être professionnel voulait dire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe professionnel? Non, en fait, si je regardais plus attentivement mes données, ce qui apparaissait, c'est qu'il y avait quand même des choses sur lesquelles les auteurs et autrices étaient d'accord. S'ils avaient du mal à s'accorder sur des personnes, quand même, quand on les écoutait, ils arrivaient parfois à définir ce que c'était qu'être un bon professionnel ou un mauvais professionnel. En tout cas, ils arrivaient à définir des choses qu'il fallait faire et d'autres qu'il ne fallait pas faire. Donc voilà, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, là où ils avaient du mal à s'accorder, c'était sur les critères d'évaluation du professionnalisme. Donc, pour essayer d'aborder ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de répondre à la question comment se définit le professionnalisme dans le milieu et en quoi, en fait, ça peut donner lieu à la formulation d'un certain idéal de la profession. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de décrire ce que Émile Durkheim appelait une morale professionnelle, c'est-à-dire un corps de règles morales qui s'établit au sein d'un groupe social. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des règles, des choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire, sur lesquelles les personnes s'accordent, et ces règles vont permettre de rendre l'activité possible, dans le sens où c'est justement en s'appuyant sur telle ou telle règle qu'on va justifier le fait d'agir de telle ou telle manière. Alors, c'est un exercice qui est assez difficile parce que déjà, les règles, elles sont souvent implicites, elles sont rarement formulées explicitement par les acteurs, mais aussi parce qu'on peut se demander quel est l'intérêt de juste faire une liste de règles. Ça donne un espèce de catalogue dont l'intérêt est limité et discutable si c'est juste faire une liste de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Donc, plutôt que de me contenter de faire un catalogue, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir s'il y avait entre ces différentes règles des points communs, voir s'il n'y avait pas en fait des familles de règles, et voir surtout si ces familles de règles ne pouvaient pas nous aider à comprendre la formation d'un groupe professionnel et donc la politisation. Alors, en m'inspirant des travaux de mon directeur de thèse Cyril Lemieux et aussi de Erving Goffman, en fait, j'ai proposé de regrouper ces règles en 3 grandes familles en fonction d'une part de leur degré d'explicitation, mais surtout d'autre part de la manière dont elles contribuaient à cadrer en fait la situation. Quel est le sens que ça donnait à l'action de s'inscrire dans telle ou telle règle. Et donc, ça m'a amené à distinguer 3 grandes familles de règles que je vais essayer de vous présenter ici. Donc rapidement, une première famille de règles qui relève d'un cadrage de l'engagement dans les relations intimes. Donc c'est des règles très implicites qui valorisent le fait d'entretenir une relation privilégiée et spontanée avec des collègues, mais aussi avec l'activité elle-même. Donc vous pouvez le voir, c'est donc la colonne du milieu, la participation au moment festif, l'attention à la singularité de chacun, la dérision et la passion du métier.
Deuxième famille de règles, à gauche sur votre écran, les règles qui relèvent d'un cadrage axé sur l'accomplissement technique de l'activité. Alors c'est peut-être le plus évident, en fait, c'est les règles qui disent que il faut réussir à finir ses planches de bande dessinée dans de bonnes conditions. Donc on y retrouve les règles de l'anticipation de la rupture des coopérations, de la connaissance technique et de création, du respect des formats de diffusion, de l'anticipation des temporalités, de la persévérance, etc. Bref, vous les avez sous les yeux. Et enfin, une troisième famille de règles, celles qui contribuent à produire un cadrage désingularisant, c'est-à-dire des règles qui vont qui vont valoriser le fait de comparer les expériences des différentes personnes afin d'exprimer des principes généraux et valables pour tous. Donc on y trouve la règle de la connaissance et de la défense des droits, la règle de l'affirmation de l'indépendance et la règle de l'évaluation de la qualité des objets des personnes. Désolé, c'est vraiment fait au pas de course, mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc, il y a plusieurs règles dans plusieurs familles, et surtout que ces règles, elles sont potentiellement en contradiction les unes avec les autres. Et donc, en fait, quand les auteurs et autrices font face à une épreuve, elles doivent en fait hiérarchiser les différentes règles qui font partie de la morale professionnelle pour adapter leur action, pour prendre une décision sur ce qu'il faut faire. Et donc, c'est, selon moi, ce qui permet d'identifier en fait des styles de professionnels. C'est-à-dire qu'un style de professionnel, c'est le fait de produire une hiérarchisation particulière entre toutes ces règles qu'il faut respecter pour être considéré comme professionnel, mais vu qu'il y en a une multiplicité, il faut faire une hiérarchie, et c'est cette hiérarchie qui va définir quel est le style d'une personne ou d'une autre. Donc voilà, vous avez quelques planches qui illustrent ce phénomène. Donc il y a autant potentiellement de styles professionnels qu'il y a d'auteurs et d'autrices, mais malgré tout, en fait, on peut quand même repérer des similitudes d'une personne à l'autre, dans le sens où les hiérarchisations peuvent être plus ou moins proches les unes des autres. Et en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que quand les auteurs et autrices font face à un problème, en fait, ils en discutent, et donc ensemble, ils vont essayer de définir la meilleure manière de hiérarchiser les règles. Alors j'avais un exemple, mais sur lequel je ne vais pas m'attarder parce que ça va demander de prendre trop de temps. Mais ce qu'il faut essayer, enfin ce que j'essaye de te dire, c'est que en fait, dans le travail quotidien, les auteurs et autrices vont sans cesse confronter leurs différentes manières de faire, et qui sont en fait autant de manières de confronter différentes hiérarchisations de règles, ce qui peut en fait conduire à homogénéiser d'une certaine manière les styles professionnels pour en faire non pas seulement des styles personnels individuels, mais des idéaux professionnels, soit une formulation spécifique de la morale professionnelle. Et donc, cette formation d'un idéal professionnel, elle se fait dans le travail quotidien, mais aussi au gré des rencontres, c'est-à-dire en allant en festival, en discutant avec des collègues que l'on va rencontrer. Et en fait, ça va participer à la socialisation des auteurs et des autrices. Donc, à force de se confronter à d'autres personnes qui n'ont pas forcément qui ne vont pas s'inscrire dans le même idéal professionnel, on va être sanctionné positivement ou négativement par rapport à sa manière de faire, et ça va contribuer à socialiser les personnes, c'est-à-dire à leur apprendre une manière de faire, une manière de se rendre descriptible comme un bon professionnel. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que, en fait, le groupe professionnel des auteurs et autrices de bande dessinée, en fait, c'est un groupe constitué de plein de petits groupes que moi j'ai appelés des cliques. Et au sein de ces différentes cliques se constitue progressivement un idéal professionnel qui devient un peu le modèle au niveau de cette clique-là. Et quand bien même les cliques sont vaporeuses, qu'elles peuvent bouger et se reconfigurer au gré des interactions, malgré tout, il se forge quand même un idéal professionnel dans lequel les auteurs et autrices vont tenter de s'inscrire. Alors dit comme ça, on se dit super, on voit bien comment est-ce qu'on peut concilier individu et groupe, le groupe de groupe, tout ça, ça a l'air super. Mais en fait, ça crée un certain nombre de problèmes, et nous, en sociologie, on adore les problèmes. Et en l'occurrence, ce problème, moi, je l'ai appelé la tendance à la responsabilisation des auteurs et des autrices. Alors en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la morale professionnelle, c'était surtout un appui qui visait l'autonomisation des auteurs et des autrices. C'est-à-dire que c'était ça, en fait, l'ambition générale de l'inscription dans la morale professionnelle, c'était de devenir professionnel, c'est-à-dire devenir autonome professionnellement. Sauf que être autonome, c'est comme être professionnel, on a bien du mal à savoir ce que ça veut dire.
Et dans une même situation, une personne pourra se voir être qualifiée de très autonome ou au contraire de manquer d'autonomie. Là encore, j'aurais plein d'exemples à vous citer, mais malheureusement, on est un peu en retard. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en analysant toutes ces données, je me suis rendu compte que finalement, le fait de s'autonomiser, c'était le fait de réussir à attribuer des responsabilités vis-à-vis de la situation donnée, que ce soit de s'attribuer à soi-même des responsabilités ou au contraire de l'attribuer à des tiers. Par exemple, une personne n'arrive pas à réaliser sa planche de bande dessinée, elle peut très bien se montrer autonome en se responsabilisant elle-même, en disant c'est de ma faute si je n'y arrive pas, il faut que je travaille plus, mais elle peut aussi tenter de responsabiliser un tiers, par exemple en disant l'éditeur ne me laisse pas assez de temps pour finir mes planches dans de bonnes conditions, donc je vais lui transférer une partie de la responsabilité, en l'occurrence la responsabilité financière peut-être, en disant que si elle était payée plus, elle arriverait mieux à travailler. Donc voilà, dans tous les cas, il y a une autonomisation si la personne est à l'initiative de l'attribution de la responsabilité. Sauf que le problème, c'est donc la fameuse tendance à la responsabilisation des auteurs et des autrices, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de réflexe en fait, dans le milieu professionnel qui consiste à considérer que les auteurs et les autrices sont les seuls responsables de la situation et qu'il faut donc leur transférer la responsabilité. Au point même qu'en fait, je parle d'une auto-responsabilisation des auteurs et des autrices. Alors, selon moi, cette responsabilisation des auteurs et des autrices, elle s'explique par la manière dont le travail est organisé. En effet, je l'ai évoqué, en fait, quand les auteurs travaillent, c'est essentiellement dans des moments où ils sont soit seuls face à leur planche, soit dans des moments de détente, de relâche, des moments festifs, où ils discutent entre eux. Et donc, c'est moi ce que j'ai appelé l'informalité caractéristique de cette profession. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans des situations où ils vont avoir très peu de raisons de mobiliser les règles que j'évoquais tout à l'heure, qui relèvent du cadrage de la désingularisation, et au contraire, parce qu'ils sont seuls face à leur planche ou parce qu'ils sont dans des moments festifs, ils vont plutôt avoir tendance à développer, à utiliser, à exprimer les règles qui relèvent des deux autres cadrages, celui de l'accomplissement technique et de l'engagement dans des relations intimes. Donc voilà, en fait, l'informalité, pour moi, c'est ça, c'est le fait qu'il y a un cadrage qui est un peu de côté. Alors déjà, il faut bien comprendre que l'informalité, c'est quelque chose qui est vécu positivement, dans le sens où ça permet d'exprimer des règles qui font bien partie de la morale professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant et qui tient à cœur aux auteurs et aux autrices. Pour le dire simplement, ils aiment bien faire leur travail et ils aiment bien faire la fête. C'est quelque chose qui est valorisé, donc voilà, c'est pas mal en soi l'informalité. Le problème, c'est que vu que ça limite l'expression des règles du cadrage des singularisants, ça, ça rend difficile en fait la responsabilisation d'un tiers, dans le sens où ça ne va pas les aider à désingulariser, ça ne va pas les aider à se comparer, à mettre en série leurs expériences individuelles, et ça va leur donner très peu d'appui pour réussir à envisager qu'un tiers puisse être responsable de leur situation. Alors donc clairement, ça a des conséquences sur les idéaux professionnels qui sont mis en avant au sein des clics, c'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte que même si les idéaux professionnels vont être différents, on va retrouver en fait une survalorisation des cadrages de l'accomplissement technique et du cadrage de l'engagement intime. Et j'estime que c'est le signe de ce qu'on pourrait appeler la domination d'un professionnalisme de l'informalité, hein. Donc en gros, les situations sont très informelles et donc le professionnalisme lui-même se base sur des valeurs d'informalité. Et donc, justement, ça pose potentiellement des problèmes, et notamment le problème pour moi, c'est celui donc d'essayer de transférer la responsabilité vers un tiers. En sociologie, c'est ce qu'on appelle le processus de victimisation, c'est-à-dire, alors c'est vraiment au sens sociologique du terme, hein, les auteurs et autrices ne vont pas revendiquer le fait d'être des victimes, mais le fait de dire qu'un tiers a une responsabilité pardon, dans la situation que l'on a, c'est d'une certaine manière exprimer le fait que l'on est victime d'une trop grande responsabilité, d'une responsabilité qui en fait devrait échoir à un tiers. Donc voilà, normalement, le fait de transférer à un tiers la responsabilité, ça devrait être l'expression d'une autonomisation, hein, je le disais tout à l'heure, c'est le fait de réussir à intervenir dans les responsabilités dont on a la charge, mais en l'occurrence,
vu que c'est perçu comme une victimisation qui peut remettre en cause l'image que les auteurs et les auteurs et les autrices ont de l'autonomie, ça peut servir d'appui pour remettre en cause leur statut de professionnel. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à être professionnel et à s'inscrire malgré tout dans ce cadrage de la désingularisation malgré l'informalité? En fait, il faut réussir à s'appuyer sur des clics, sur des collègues qui justement partagent un idéal professionnel où ce cadrage désingularisant va être quand même important et que ces personnes vont ensemble pouvoir valider le transfert de responsabilité qui va être intenté. Autrement dit, il va falloir que l'auteur ou l'autrice s'engage dans des clics spécifiques qui vont vraiment mettre en avant ce type d'idéal professionnel, mais en prenant en considération le fait que cet idéal professionnel, il a très peu de chances de se mettre en place dans la situation. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de développer un autre idéal professionnel, moi c'est ce que j'appellerais un professionnalisme de la politisation, dans le sens où on va essayer de considérer les problèmes non plus comme singuliers, individuels, mais comme collectifs, mais c'est très peu probable et c'est limité à certaines cliques. Alors, à quelles cliques c'est réservé? Ce sont celles qui, justement, vont viser la désingularisation, la mise en série des expériences, etc., à savoir, en fait, les collectifs d'auteurs et d'autrices, les associations, les syndicats, les collectifs informels, etc. Voilà, ça, c'était en déjà beaucoup trop longtemps les résultats principaux de ma thèse. Maintenant, quelle est la place des autrices? Alors, déjà, avant de... Je repousse encore un petit peu, je suis désolé, mais pour pouvoir parler des autrices, il faut que je vous parle un petit peu de ma propre posture. Donc déjà, je l'ai dit, mon objet, ce n'est pas les inégalités de genre, le sexisme. Alors, c'est des sujets qui me tiennent à cœur pour plein de raisons, mais ce n'est pas mon objet de recherche. Moi, mon objet, c'est de savoir comment est-ce que les auteurs et les autrices vont politiser les problèmes rencontrés dans l'activité. Autrement dit, ce que je fais, c'est que j'adopte un point de vue internaliste, c'est-à-dire que je vais voir les personnes et j'essaye de voir comment elles vont essayer de faire du sexisme ou des inégalités hommes-femmes, d'essayer de voir comment est-ce qu'elles vont réussir ou au contraire ne vont pas réussir à en faire un problème professionnel, un problème partagé par tous. Il y a un deuxième problème, un deuxième enjeu qui n'est pas tant lié à ma posture de chercheur cette fois, mais à ma position. Ça ne vous a pas échappé, hein, je suis un sociologue homme, et de par ma socialisation, je suis fortement susceptible d'être moins vigilant aux questions de sexisme et d'inégalité homme-femme, et de ce fait, en fait, ça m'obligeait à être encore plus vigilant aux réactions des autrices que j'observais pour ne pas les normaliser, et de vraiment essayer de les suivre au maximum dans le fait que les situations auxquelles elles étaient confrontées n'étaient pas normales. C'était d'autant plus important qu'en tant qu'homme, je n'avais pas forcément aussi accès aux mêmes situations qu'aurait pu avoir une enquêtrice, une sociologue, une ethnographe, notamment parce qu'il y avait des espaces qui étaient en non-mixité. Mais ce qui était important pendant l'enquête, c'était de considérer que ça relève de ma responsabilité en tant qu'enquêteur et que c'est à moi d'essayer de réunir les données nécessaires pour aborder cette thématique et ne pas les écarter sous prétexte que c'est un terrain qui serait inaccessible. Donc voilà, je ne prétends pas du tout avoir réussi à faire ça, mais c'était juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a là un défi méthodologique et qui évidemment, doit être gardé en tête quand je vous parle des résultats que je vais vous présenter. Alors, maintenant, la question, est-ce qu'il y a une spécificité aux autrices dans le milieu? Bon, sans surprise, oui, c'est évident, mais bon, ça va mieux en le disant. Alors, je la décrirais de cette manière-là. Les autrices ont davantage en fait, de difficultés à faire preuve de leur professionnalisme. Je l'ai évoqué, pour être professionnel, il faut non seulement respecter les différentes règles qui composent la morale professionnelle, mais aussi se faire reconnaître comme légitime, c'est-à-dire faire reconnaître sa hiérarchisation des différentes règles, son style professionnel, comme légitime. En somme, ce que ça veut dire, c'est que concrètement, dans chaque situation, dans chaque interaction, le statut professionnel se rejoue. Potentiellement, on va de nouveau pouvoir être jugé comme un mauvais professionnel si la hiérarchisation des règles qu'on propose n'est pas considérée comme légitime par l'interlocuteur. Alors évidemment, si ça se rejoue en permanence, ça serait complètement ingérable. Heureusement, il y a des manières pour que ça aille mieux, pour que ça aille plus vite. En fait, il y a des éléments qui permettent de consolider le statut professionnel. Il y a un exemple qui viendra en tête de tout le monde, je pense, c'est le fait d'avoir publié des ouvrages. En effet, le fait d'avoir un livre avec son nom dessus,
d'autant plus si c'est dans une maison d'édition qui va être reconnue comme légitime par les interlocuteurs ou interlocutrices qu'on a en face de soi, ça sert d'appui, ça sert de preuve du professionnalisme, et à partir de là, on a moins besoin de faire la démonstration de ce professionnalisme. Et d'une certaine manière, les gens vont avoir un minimum confiance dans la hiérarchisation des règles qu'on va proposer. Sauf que concrètement, évidemment, les autrices ne se baladent pas en permanence avec leur bibliographie sur le front, et donc elles ont besoin d'autres appuis pour faire preuve de leur professionnalisme. Encore une fois, un exemple très concret, en festival, le fait d'avoir un badge auteur-autrice constitue une potentielle preuve de la professionnalité, et ça permet de s'éviter un certain nombre de problèmes. Sauf que, et c'est là vient le problème des autrices, c'est que il y a quelque chose, pour reprendre encore un terme compliqué, décidément, désolé, c'est la typification, c'est le fait qu'on va associer une représentation spécifique à des rôles donnés. Or, au rôle de bédéiste est associée l'image d'un homme, plus précisément d'un homme blanc, d'un certain âge, avec un sac à bandoulière, une marinière, une casquette Gavroche. Bon, je caricature un peu, hein, vous l'avez compris, mais voilà, il y a quand même cette image-là qui vient spontanément quand on dit auteur de bande dessinée. Et donc, une femme, a fortiori si elle est jeune, ne rentre pas en fait dans cette typification. Et donc, elle va devoir faire encore plus d'efforts pour se rendre descriptible comme une autrice professionnelle. Elle va devoir, beaucoup plus qu'un homologue masculin, faire la preuve qu'elle est bien autrice professionnelle. Alors, si vous voulez creuser la question, je vous invite à lire le mémoire de Maëlys Tirot-Corbin, qui a consacré une partie à ce phénomène-là et sur l'apprentissage, la socialisation à cette typification. Alors, vous imaginez bien les conséquences de ce soupçon de manque de professionnalisme. Alors déjà, il y a la fatigue de devoir faire la preuve en permanence du fait que les autrices sont professionnelles, mais en plus, elles vont se voir spontanément offrir moins d'avantages que ceux qu'on va réserver à des homologues masculins, parce qu'on va considérer spontanément qu'eux sont professionnels, parce qu'ils correspondent à l'image qu'on se fait d'un professionnel, d'un auteur professionnel. Alors c'est un phénomène qui évolue malgré tout grâce à la féminisation de la profession, parce que les professionnels sont plus socialisés à l'idée que des auteurs de bande dessinée peuvent aussi être des autrices. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même de nombreuses personnes dans l'interaction qui exigent qu'une femme fasse la preuve de la légitimité de son statut. Alors, il y a un autre problème, un autre phénomène qui est spécifique aux autrices de bande dessinée, disons que ce n'est pas spécifique, mais c'est une expression spécifique d'un problème, c'est celui de l'informalité dont je parlais tout à l'heure. L'informalité, c'est valorisé, etc., c'est très bien, mais en gros, ça contribue à poser un cadrage spécifique à la situation qui fait que la situation n'est pas forcément perçue comme une situation de travail, soit une relation avec des potentielles asymétries de position. Et donc, le fait que le cadrage soit informel va faciliter des dérives comportementales et des dérives sexistes, parce que les personnes en présence, parce qu'elles ne vont pas estimer qu'elles sont dans des relations de travail, ne vont pas s'appuyer sur une réflexivité suffisante et ne vont pas forcément avoir le réflexe de dénoncer des abus liés aux asymétries de position qui sont liées à la condition de travail. Donc voilà, les autrices, elles sont nombreuses à souffrir de ces différentes situations, et elle est encore plus grande du fait de la responsabilisation des auteurs et autrices que j'ai évoqué plus tôt. Et donc, finalement, en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est que, en fait, c'est le même phénomène que celui de la tendance à la responsabilisation de soi dont je parlais tout à l'heure, mais qui est en fait accentué par le fait qu'il s'agit d'autrices. Parce que les autrices, en fait, elles s'inscrivent elles aussi majoritairement dans un professionnalisme de l'informalité. Elles peinent à s'engager dans un cadrage désingularisant qui pourrait les aider à dénoncer ces situations, à anormaliser, rendre non normales ces situations. Et elles ont d'autant plus de mal à le faire que pèse sur elles ce soupçon de manque de professionnalisme. Mais comme l'ensemble des professionnels, les autrices peuvent développer un professionnalisme non pas de l'informalité, mais un professionnalisme de la politisation, si elles s'inscrivent, donc, je le disais tout à l'heure, dans des cliques qui vont valoriser un cadrage désingularisant, à savoir des collectifs, des associations, des syndicats, etc. Et donc, c'est ce que j'ai pu observer pendant mon enquête,
dans le sens où j'ai pu voir à quel point des collectifs d'autrices permettaient en fait à ces autrices de partager en fait leurs difficultés et à commencer à s'inscrire dans un processus de victimisation au sens sociologique du terme, qui leur permettait de dénoncer des situations sans pour autant voir leur statut professionnel dégradé, parce qu'un ensemble de personnes, en l'occurrence un ensemble d'autrices, s'accordaient sur le fait qu'effectivement la situation n'était pas normale et qu'il y avait un tiers qui était responsable des problèmes que rencontrait une autrice. Alors, ça m'amène à la construction du problème public. Je demande juste, je fais un petit sondage dans la salle, combien de temps est-ce que vous m'accordez pour finir? Parce que j'ai complètement perdu le temps vu la situation. Alors, on a encore une petite demi-heure. Ok, je vais essayer d'aller encore plus vite. Alors, donc voilà, grâce au collectif d'autrices, les autrices ont réussi à progressivement s'engager dans un processus de victimisation et en fait à rendre anormal des problèmes qui étaient jusqu'alors considérés comme normaux. Là, je vous renvoie à la présentation qu'avait fait Jessica Cohn dans ce même séminaire, qui montrait qu'en fait, il y avait des femmes depuis bien longtemps dans le milieu de la bande dessinée, mais qu'on considérait comme normal le fait qu'elles soient complètement évincées de l'histoire. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il y a une véritable dénaturalisation de la place qui était réservée aux autrices et plus généralement aux femmes dans le milieu de la bande dessinée. Donc, pas seulement du côté auteur-autrice, mais dans les autres corps de métier. Alors, ce processus, il s'appuie sur une double opération, une opération de monstration et une opération de démonstration. Alors, monstration, c'est juste une manière compliquée de dire visibilisation. Je vais essayer d'y venir. Premièrement, la visibilisation, c'est juste le fait de rendre public le fait qu'effectivement, il y a bien des autrices et que ces autrices rencontrent des difficultés. Alors, ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas avec le journal Anana, c'était aussi le cas du travail qui était réalisé autour de l'association Artemisia, et donc plus récemment, quand j'ai commencé mon enquête, tout le travail réalisé par le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme, qui ont publié sur leur site internet un ensemble de témoignages qui permettaient de visibiliser, de montrer le fait qu'il y avait bien un problème lié à la place des femmes dans le milieu de la bande dessinée. Concrètement, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'elle pointait la responsabilité de tiers vis-à-vis de la situation des autrices de bande dessinée. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement la responsabilité des autrices si elles avaient des difficultés, mais la responsabilité de tiers, que ce soit des tiers des personnes, des individus, des homologues masculins, des éditeurs, etc., mais aussi des mécanismes sociaux, la domination, le patriarcat, etc. Donc, le collectif, que je vais appeler pour la suite le collectif BD Égalité, ça ira plus vite, le collectif BD Égalité a joué le rôle de victimisateur, quand je reprends la définition que j'évoquais plus tôt, hein, qui était celui de la victimisation, le rôle de victimisateur, à savoir essayer de transférer la responsabilité vers des tiers, victimisateurs qui se confrontaient à des relativisateurs qui, en gros, disaient « mais non, il n'y a pas de problème, tout ça est complètement normal ». Alors là encore, je ne vais pas pouvoir vous présenter en détail les données, mais ce qui était intéressant à analyser dans ma thèse, c'était de voir qu'est-ce qui se passait dans d'autres collectifs, des syndicats d'auteurs et d'autrices, où, a priori, ce sont des personnes qui étaient très favorables à la politisation, à la désingularisation, au cadrage désingularisant dont je vous parlais tout à l'heure, et pourtant, malgré tout, ces personnes-là avaient tendance à relativiser le problème du sexisme dans le milieu de la bande dessinée, en exigeant en fait des autrices qu'elles, non seulement elles montrent qu'il y a un problème, mais aussi qu'elles démontrent l'existence du problème. Pourquoi? Parce que même si ces personnes étaient dans un idéal professionnel qui valorisait fortement la désingularisation, la politisation, ces personnes avaient en tête le fait qu'un transfert de responsabilité, une victimisation, devait nécessairement impliquer une démonstration très forte, sans quoi on prenait le risque d'être considéré comme un mauvais professionnel et on risquait de perdre les avantages liés à son statut professionnel. Donc déjà, on peut noter qu'il y a un effet paradoxal qui est lié au fait que les collectifs qui valorisent la politisation peuvent se retrouver en fait à relativiser des problèmes par anticipation d'une potentielle sanction. Donc la démonstration, elle est malgré tout arrivée assez rapidement dans le cas des autrices de bande dessinée
dans le cadre de ma thèse, hein, je dis rapidement parce qu'en fait ça a été très long à l'échelle de l'histoire, mais au niveau de mon enquête, c'est arrivé en 2015, peu de temps après la création, enfin, le lancement du collectif BD Égalité, grâce aux données des États généraux de la bande dessinée, qui ont permis de présenter publiquement les chiffres suivants. 67% des femmes qui avaient répondu à l'enquête dégagent des revenus inférieurs au SMIC à partir de leur activité de bande dessinée, et pour 50% de ces personnes, de ces femmes qui ont répondu, elles sont même inférieures, leurs revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Alors ces chiffres, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'ils ont créé un véritable choc moral autour de la question de la situation des autrices de bande dessinée, dans le sens où ça permettait d'objectiver, de démontrer une véritable précarité différenciée entre autrices et auteurs. Et donc, ça a été repris par des journalistes, par des élus, par des chercheurs et chercheuses en sciences sociales, etc., qui vont à leur tour pouvoir appuyer le processus de victimisation, pouvoir passer du côté des victimisateurs sur cette situation donnée et participer à constituer ce problème non seulement comme un problème professionnel, mais en fait plus généralement comme un problème public. Je vais y revenir. Alors, juste pour donner quelques infos, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que moi, j'avais très peur que ces chiffres, donc j'ai participé aux États généraux, j'avais très peur que ces chiffres fassent l'objet d'une relativisation, parce qu'on a eu très peu de temps pour les faire, et en fait, ces chiffres sont assez critiquables dans le sens où ils se concentrent sur l'ensemble des personnes ayant répondu, et donc ne prennent pas en compte la distinction entre les amateurs, donc amatrices, et professionnels. Et donc, effectivement, on pouvait reprocher à ces chiffres d'être biaisés. Et en fait, contrairement à ce à quoi je m'attendais, il n'y a pas eu de relativisation de ces chiffres, alors qu'ils étaient effectivement discutables. Et justement, pour moi, c'est vraiment symptomatique du fait que là, c'était véritablement un choc moral. En fait, ça permettait de confirmer un savoir d'expérience qui était vraiment présent dans le milieu, et en fait d'établir la preuve malgré tout d'une inégalité ressentie, quand bien même les chiffres donnés n'étaient pas peut-être scientifiquement les plus à même d'apporter cette preuve-là. Pour le dire encore autrement, en fait, le fait que ces chiffres existent, même s'ils sont critiquables, ont permis de faire la démonstration qui faisait que le fait de remettre en cause ces chiffres venait à commettre une faute au regard de la morale professionnelle. Je rappelle les règles de la morale professionnelle tout à l'heure. Il y en a une qui est la connaissance des droits et des problèmes du milieu. Le fait de publiquement remettre en cause ces chiffres, c'est remettre publiquement en cause l'existence d'un problème sur lequel l'ensemble des acteurs se sont accordés, et donc c'était faire preuve d'un manque de professionnalisme. Alors, juste, c'est pas parce que les chiffres des États généraux sont critiquables qu'il n'y a pas une inégalité de revenus entre femmes et hommes. J'ai retraité les données depuis, ça confirme largement le fait qu'il y a une inégalité. Vraiment, c'est pas là le sujet, hein. Je ne veux pas participer moi-même à relativiser le problème, j'observe justement à quel point, enfin, je montre à quel point c'est intéressant de voir que là, à ce moment-là, la relativisation du problème n'était plus possible. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc en fait, ce qu'ont réussi à faire les autrices à ce moment-là, c'est créer un problème public, le mettre dans la sphère publique. Problème public, c'est un concept qui est défini par Joseph Gusfield, qui nous explique que pour faire un problème public, il faut réussir à se rendre propriétaire. En fait, il faut créer un groupe qui va avoir la capacité à dire qu'est-ce que c'est que le problème, et ce groupe va pouvoir essayer de donner des responsabilités causales qui causent le problème concrètement, et une responsabilité politique qui doit traiter le problème. En l'occurrence, est-ce qu'il faut faire appel à l'État pour régler le problème ou pas? Et donc justement, ce qui est très intéressant dans le cas des inégalités de revenus entre autrices et auteurs, c'est que les autrices ont réussi justement à se rendre propriétaires du problème, et ce faisant à créer un groupe social à part entière. Et j'en veux pour preuve en fait l'affirmation progressive du terme même d'autrice, terme qui s'est assez progressivement imposé comme moyen de visibiliser, ou plutôt en fait de rendre plus audible le fait qu'il y avait bien des femmes dans le milieu de la bande dessinée, donc terme qui va progressivement remplacer le terme d'auteur avec un E qui commençait à se répandre au début de ma thèse. Alors le terme d'autrice, c'est un terme qui a longtemps constitué une épreuve pour de nombreux acteurs, y compris pour certaines autrices.
souvent par manque d'habitude, mais aussi comme un moyen de relativiser encore le problème. Toutefois, grâce à la démonstration et la monstration progressive, les autrices ont réussi à revendiquer donc la propriété du problème public, à définir, à avoir la responsabilité de définir quel était le problème, et, et justement, encore une fois, comme le fait de critiquer les chiffres était considéré comme un manque de professionnalisme, peu à peu, le fait de ne pas utiliser, de se refuser d'utiliser le terme autrice, devient synonyme d'un manque de professionnalisme dans le milieu de la bande dessinée. On va avoir tendance à suspecter quelqu'un qui va insister pour dire auteureux, on va le suspecter de faire une faute au regard du cadrage de la désingularisation dont je parlais tout à l'heure. Alors malgré tout, il y a quand même un débat qui reste présent sur la fameuse responsabilité causale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, ok, il y a une inégalité entre les auteurs et les autrices, mais qui est responsable de ça? Là, il y a beaucoup de relativisations qui peuvent être mises en place par des gens qui disent que c'est plutôt lié à des effets d'âge ou des effets de génération. Donc voilà, il y a encore une controverse qui est présente autour de cette question-là, mais malgré tout, le résultat, c'est qu'il y a bien un groupe social qui est apparu et qui existe, celui des autrices. Alors là, je vais essayer de répondre dans le temps qui me reste. Maëlys, tu peux me faire un dernier rappel du temps? Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. Ok, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Donc, maintenant, je vais essayer de répondre à la question que je posais au début de l'intervention. Comment expliquer conjointement la difficulté des auteurs et autrices de bande dessinée à constituer un groupe professionnel et, de l'autre côté, la constitution réussie de ce groupe des autrices de bande dessinée? Alors, pour répondre, il faut que je donne quand même quelques mots de la constitution inaboutie du groupe professionnel des auteurs et autrices de bande dessinée. Alors rappelez-vous, j'ai dit que du fait d'une tendance à la responsabilisation des auteurs et des autrices, ceux-ci souffraient d'une autonomisation contrariée. J'ai été très rapidement, donc je ne me souviens plus si je l'ai dit, mais voilà le résultat, c'est-à-dire que si l'autonomisation, c'est le fait de avoir le choix de répartir la responsabilité vers soi-même ou vers un tiers, moi je parle d'autonomisation contrariée parce qu'en fait, en situation, les auteurs et autrices n'ont que très rarement d'autre choix que de celui de prendre en charge la responsabilité, au point peut-être des fois d'aller commettre des fautes à force de se surcharger de responsabilités. Ils et elles se mettent dans des situations très difficiles à gérer qui vont les amener en fait à se rendre descriptibles comme mauvais professionnels. Un exemple, quelqu'un qui se surchargerait de travail, qui cumulerait les projets et va continuer à se rendre responsable de ça, va peut-être terminer en burn-out. Le fait qu'il ou elle fasse un burn-out pourra être interprété comme un manque de professionnalisme. Il ou elle n'a pas réussi à gérer la pression, etc., etc. C'est pour ça que je parle d'une autonomisation qui est contrariée. Donc voilà, il y a cette autonomisation contrariée qui est très présente dans le milieu. Et en fait, ce constat-là, il est valable au niveau des individus, mais au niveau du groupe professionnel dans son ensemble. En effet, étant donné la forte prédominance du professionnalisme de l'informalité, les auteurs et autrices se montrent très réticents à la désingularisation des situations, qui est pourtant nécessaire à la victimisation. Là, c'est la foire au concept, désolé, c'est vraiment, je résume en une phrase, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est que du fait de cette autonomisation contrariée au niveau des individus, elle se ressent aussi au niveau collectif. Alors, ça ne les empêche pas de se politiser, mais ça va entraîner des politisations d'une certaine forme. C'est ce que j'ai appelé, encore un nouveau concept, désolé, une politisation individualiste. Donc, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Dans cette modalité, en fait, la politisation individualiste, les acteurs refusent d'imputer la responsabilité des problèmes qu'ils rencontrent à des processus sociaux et vont plutôt imputer exclusivement ces responsabilités à des individus en particulier. Que ce soit un auteur, un éditeur, un élu, etc. À chaque fois, c'est des personnes qui sont considérées comme responsables à titre individuel du problème auquel on fait face. Et donc, ces personnes doivent être sanctionnées. Alors, cette tendance à la responsabilisation individuelle ne signifie pas pour autant une absence de responsabilité politique des institutions publiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut parler d'une politisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des principes moraux qui doivent être respectés pour rendre l'activité possible. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait quand même une activité de l'État pour permettre en fait, aux individus d'être autonomes en corrigeant les abus
par exemple en permettant des procès contre le plagiat, en poursuivant les éditeurs qui introduisent des clauses abusives, etc., etc., ou en introduisant des dispositifs qui vont aider les individus dans leur prise de responsabilité, par exemple en leur offrant des bourses, des possibilités d'intervenir dans des scolaires, etc., pour avoir des financements supplémentaires, enfin des revenus accessoires, etc. Bref, la politisation individualiste, aussi importante qu'elle puisse être, contribue à, à faire que les personnes qui s'y inscrivent se montrent réticents et suspicieux en fait, à l'égard d'un groupe professionnel qui aurait la charge de réguler la situation à une échelle supra-individuelle. En fait, ce qui est demandé, c'est plutôt un renforcement de la dimension informelle de l'activité. Alors, ça peut passer par une régulation de l'activité en établissant des règles contre la concurrence déloyale, par exemple, mais aussi une dérégulation en laissant la possibilité à chacun de négocier ses contrats, par exemple. Donc, concrètement, en fait, c'est une politisation qui vise à revendiquer le fait que les auteurs et autrices doivent avoir les moyens, chacun individuellement, de défendre leur situation, de défendre leur professionnalisme. En somme, c'est une politisation qui vise l'autonomisation des professionnels comme un but en soi. Voilà, il faut donner aux individus la capacité d'être autonomes. Mais il existe une autre forme de politisation possible. C'est des formes idéales typiques, hein. Elles n'existent jamais en forme pure, mais c'est pour faciliter la compréhension. Donc une autre forme de politisation que j'ai qualifiée cette fois de corporatiste, qui vise, à contrario, de plutôt favoriser l'affirmation d'un groupe social, d'un corps intermédiaire, dans le sens où, dans cette politisation, il y a la reconnaissance du fait que la responsabilité causale des situations est liée à des processus sociaux, et qu'à partir de ce moment-là, il faut forcément une régulation collective de l'activité, avec un corps intermédiaire qui se place entre les personnes et l'État. Et je vais essayer de faire rapidement. Donc voilà, en gros, ça va être des revendications qui vont demander à ce que soient mis en place des dispositifs qui vont donner des avantages spécifiques à certains groupes, ou au contraire limiter les avantages supposés d'autres groupes pour justement essayer de corriger les phénomènes sociaux qui entraînent des inégalités fortes entre les différents groupes qui composent le milieu de la bande dessinée. Donc ça peut être sur des questions de rémunération pour équilibrer la relation auteur-autrice, éditeur-éditrice, mais aussi équilibrer la situation entre les auteurs et les autrices. Donc en fait, contrairement à la première forme de politisation qui visait une informalisation encore plus forte des relations, là, ça va aller plutôt dans le sens d'une formalisation de l'activité, notamment en militant pour une plus grande publicité dans les modalités d'attribution de la responsabilité. Donc là, cette fois, en fait, l'autonomisation des professionnels, c'est toujours un objectif, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen pour permettre en fait l'autonomisation du groupe social en général, à savoir la création d'un groupe social, d'un corps intermédiaire qui est capable de gérer les problèmes à un niveau collectif, à un niveau global. J'en viens donc au résultat ici qui nous intéresse. Dans quel type de politisation s'inscrit l'action des autrices du collectif BD Égalité et plus généralement de ces dernières années? En fait, justement, pour moi, c'est vraiment un format de politisation hybride, dans le sens où il y a une forte politisation corporatiste, dans le sens où la responsabilité, elle va pointer vers des processus sociaux de domination, de patriarcat, de sexisme, etc. Et donc, grâce à cette politisation corporatiste, ça va faciliter la création d'un groupe qui va pouvoir se positionner comme interlocuteur de l'État. Et d'ailleurs, c'est le cas, l'État a demandé à plusieurs reprises à ce que des représentantes des autrices soient présentes. Ça va se traduire par la mise en place de dispositifs de régulation, comme le fait que la plupart des jurys pour des prix de bande dessinée sont maintenant paritaires. D'autres dispositifs sont à l'étude. Il y a une commission ministérielle qui travaille sur la question des dérives sexistes actuellement. Mais malgré tout, ce n'est pas une politisation pleinement corporatiste. Il y a aussi des signes de politisation plus individualistes, dans le sens où, finalement, l'objectif, ce n'est pas tant la création d'un corps intermédiaire
celui des autrices de bande dessinée, mais c'est vraiment le but, l'objectif, c'est d'autonomiser les autrices individuellement, personnellement. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la manière dont est organisé, par exemple, le collectif BD Égalité, où à plusieurs reprises, les autrices du collectif ont affirmé leur souhait de ne pas constituer un corps intermédiaire, ont plutôt affirmé le fait qu'elles parlaient en leur nom propre et pas au nom de toutes les autrices. Donc, en fait, moi, j'y vois le signe d'une forme, d'une modalité individualiste de politisation. Et en fait, pour moi, c'est justement ce qui explique le succès, entre guillemets, de la constitution de ce groupe des autrices. C'est-à-dire que, voilà, d'un côté, elles arrivent à se politiser de manière suffisamment corporatiste pour créer un groupe, et en même temps, elles se politisent de manière suffisamment individualiste pour correspondre, et c'est là tout l'enjeu, correspondre au professionnalisme de l'informalité qui est dominant dans le milieu. En fait, elles proposent un mode de politisation qui est finalement le plus cohérent par rapport à la manière dont le travail est organisé. Donc voilà, je conclus enfin. On ne peut que se réjouir de la constitution de ce groupe des autrices, mais on peut également s'inquiéter du fait que cette entrée dans les problèmes publics relatifs à la bande dessinée se fasse au prix d'une certaine mise en conformité vis-à-vis du mode de professionnalisme dominant, soit le professionnalisme de l'informalité. En effet, je l'ai évoqué, l'informalité, même si ça a un sens très positif au regard de la morale professionnelle, encore une fois, je ne remets pas ça en cause, ça n'en est pas moins à l'origine d'une autonomisation contrariée des individus qui peut être source d'une grande souffrance. Je ne vais pas détailler, mais voilà, les souffrances sont importantes. Et donc, en résumé, la création de ce groupe dans le groupe, elle est évidemment plus que positif, dans le sens où ça facilite l'accès des autrices à un groupe professionnel qui longtemps a été réputé réservé à des homologues masculins. Mais on peut quand même s'inquiéter du fait que ça ne résout pas en fait les problèmes organisationnels propres à ce milieu, voire peut-être en fait ça participe à les naturaliser encore davantage, à naturaliser ce fonctionnement informel. Pour le dire de manière un peu caricaturale, en fait, les autrices sont devenues de super professionnels, c'est très bien, mais c'est aussi pour le meilleur et pour le pire, donc du fait, ça les rend particulièrement susceptibles de se confronter à cette autonomisation contrariée et peut-être de participer elles aussi à cette tendance à la responsabilisation des auteurs et des autrices. Alors pour finir sur une note plus positive quand même malgré tout, il faut quand même bien garder en tête que la mobilisation des autrices, elle participe très fortement à la dénaturalisation des phénomènes sociaux dans le milieu de la bande dessinée. Et donc, on peut espérer et on peut prévoir en fait que l'accroissement de la part des femmes dans le milieu, chez les auteurs-autrices, mais aussi chez les éditeurs-éditrices et tous les autres corps de métier, on peut prévoir que ça va participer à la dénaturalisation des modes de fonctionnement, au point peut-être de faciliter un jour la remise en cause de ce fameux professionnalisme de l'informalité, qui est source, encore une fois, de grandes souffrances. Alors peut-être que le groupe des auteurs et autrices n'en serait que plus contrariant, dans le sens où il dénaturaliserait les phénomènes sociaux et que ça gênerait pas mal d'acteurs, mais peut-être que de ce fait, la formation du groupe professionnel dans son ensemble serait moins contrariée et favoriserait l'autonomie des professionnels, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. Voilà, je suis désolé, ça a été très rapide, très très dense. J'espère malgré tout que vous aurez pu saisir un peu l'idée de ce que je voulais dire malgré le manque de clarté évident. Et en tout cas, je me fais une joie de vous écouter maintenant et de commencer à échanger avec vous sur ces questions. Merci beaucoup, Pierre, déjà pour ton intervention. Elle était passionnante et très riche. Excuse-nous aussi pour te mettre dans cet embarras de devoir fournir trop d'informations en si peu de temps, mais les contraintes techniques ont fait que malheureusement, on n'a pas pu faire les déroulés classiques de ce séminaire. On a peut-être des questions sur les chats. Ici, je ne sais pas, s'il y en a déjà des questions. Moi, il y en a quelques-unes. Maëlys aussi. Peut-être je vais laisser Maëlys prendre la parole pour voir si je peux régler la question aussi du micro également pour qu'il n'y ait pas un écho qui s'est produit juste après. Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière sur ce que tu as pu dire sur justement les états généraux de la bande dessinée. C'est plutôt une question ouverte de qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que sociologue aussi par rapport à ça. Je trouve ça très bien, effectivement, que les états généraux ils aient permis d'objectiver cet écart salarial.
mais je me suis demandé aussi dans quelle mesure il n'a pas participé au fait de réduire en fait, les discriminations que pouvaient rencontrer les autrices dans ce milieu professionnel à un simple écart salarial, alors qu'on peut voir déjà qu'il y a quand même d'autres éléments en fait, qui participent vraiment à un traitement différencié. On le voit, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais on voit déjà cette différence-là quand on regarde l'accès à la publication en comparant le rapport de Gilles Ratier à celui des États généraux de la bande dessinée. On n'a pas du tout la même proportion de femmes qui est dedans. Et donc, en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a pas justement la question, enfin, la question des revenus, elle intervient aussi peut-être plus tardivement pour certaines autrices qui déjà ne peuvent pas accéder en fait à avoir des revenus et à devenir professionnelles. Donc, je me posais la question de est-ce que toi, tu avais des éléments peut-être de ton terrain qui avaient été dans ce sens-là ou qui, à l'inverse, venaient contredire cette crainte que ça réduise les discriminations que rencontrent les autrices à ce simple écart salarial. Et avant de continuer, que tu puisses répondre, Pierre, on va peut-être poser toutes les questions d'un coup. Et pour te laisser le temps, c'est vraiment, on a des contraintes de temps très limitées pour que tu puisses avoir le maximum d'informations. Lucie, François, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur les chats également pour que Pierre puisse les avoir juste après. Moi, j'avais une question également concernant la question, non pas sur les cartes salariales et les données de l'enquête à hauteur des États généraux de la bande dessinée, mais plutôt sur cette réflexion que tu proposes sur la responsabilité des autrices et auteurs, des professionnels eux-mêmes, de leur statut et leur situation qu'on appelle victimisation. Donc, et là, je place plutôt ma focale non pas sur les professionnels eux-mêmes, mais sur l'industrie, sur l'institution. Et pour réfléchir aussi, et là, ce sont des questions que je me pose dans le cadre de ma recherche, sur les rôles joués, les rôles joués par les institutions, donc les institutions comme Angoulême, par exemple, ou mais aussi les maisons d'édition, dans cet statut d'autrice, auteur, artiste-auteur, autrice, donc j'essaie de les féminiser. Et je pense également donc, à ces rôles qu'ils et elles jouent, donc les institutions, dans cette autonomisation du statut professionnel. Je pense notamment au cas des coloristes qui n'ont pas cet statut, on ne sait même pas comment le définir. Et donc, ça participe également à cette autodéfinition des professionnels eux-mêmes qui ne savent pas comment se définir parce qu'il n'y a pas juridiquement parlant quelque chose qui permette de créer ces statuts et créer un consensus sur qui on est, qu'est-ce qu'on est et comment on travaille. Bon, ça, c'était la question que je pouvais porter. J'essaie de faire au plus vite. Et il y a aussi Laura. Peut-être, Laura, si tu t'es rapprochée pour le micro, il y a une question. Oui, en fait, c'était entre remarques et questions. Tu parlais des instances de socialisation qui sont les festivals et les événements, là où il y a une possibilité d'exister, d'échanger et de cristalliser un certain nombre de choses pour les auteurs et pour les autrices. Et voilà, je voulais te demander comment tu vois la question, ou en tout cas le phénomène là où les autrices créent leurs propres événements. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau cadre. Lorsque les autrices se réunissent et créent leurs propres événements, enfin, moi, en tant que spécialiste de la BD latino-américaine, je pense à tous ces événements, enfin, cette mobilisation collective des autrices là-bas. Et voilà, comment tu vois ça avec tes termes et tes mots de sociologue, cette question, voilà, de la création, enfin, de pas exister dans des espaces qui sont là par défaut et qui sont institutionnels et qui sont un peu cristallisés, mais créer leur propre lieu de circulation. Voilà. Merci. Et il y a une question sur les chats aussi. De Françoise. Alors, les autrices ne sont-elles pas condamnées à ne pas choisir une politisation corporatiste si elles ne sont qu'un groupe? Peuvent-elles être de véritables auteurices? C'est la question de Françoise, là-haut. Okay. Merci. J'ai plus de questions. Ouais. Oui, on te laisse la parole. Je te laisse parler.
Merci beaucoup pour toutes les questions. Ça va être difficile de ne pas repartir pour 40 minutes de discussion, tellement ça pointe sur des points importants. Je vais essayer d'y répondre malgré tout. Je vais prendre dans le sens inverse de l'ordre. Du coup, Françoise, justement, en fait, c'est tout le problème, c'est que par rapport à la politisation corporatiste, en fait, cette politisation corporatiste, elle est très antinomique de la manière dont le travail est organisé. C'est-à-dire que du fait de l'informalité, il y a très peu de chances de mettre en place une politisation corporatiste. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que, et ça c'est valable pour les auteurs comme pour les autrices, euh, il y a, il y a cette tendance à plutôt s'inscrire dans une forme de politisation très individualiste qui va aller contre l'existence d'une corporation. Mais malgré tout, moi, c'est ça que je trouvais intéressant en relisant mes données. Et en fait, c'est peut-être les deux termes, hein, politisation corporatiste, politisation individualiste, qui ne vont pas, mais je me rendais compte que les mobilisations des autrices, voilà, c'était ni dans l'un ni dans l'autre. Et, et voilà, en fait, pour essayer de répondre à ta question, je pense que comme l'ensemble des auteurs et des autrices, les autrices sont de fait plongées dans cette situation d'informalité qui les rend réfractaires à la création d'un groupe professionnel, mais que par bien des aspects, elles dénaturalisent suffisamment les phénomènes sociaux pour créer un groupe social. Donc c'est là qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans ce cas-là, c'est que elles sont à mi-chemin, disons qu'elles ont déjà réussi à créer un groupe social et c'est quelque chose d'énorme parce que c'est complètement contradictoire avec ce qu'on peut attendre dans un tel milieu. Mais évidemment, ça ne va pas jusqu'au point. Enfin, évidemment, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne va pas jusqu'au point de participer à la création du groupe professionnel. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans ma thèse, je parle d'une division du travail de victimisation, c'est-à-dire que ça contribue à se concentrer sur certains enjeux, sur certaines thématiques, sur certaines revendications, et de fait, ça se fait souvent au détriment de la constitution d'un groupe professionnel, dans le sens où chaque groupe devrait avoir la possibilité de gérer, d'être propriétaire de leurs propres problèmes. Je ne sais pas si ça répond très bien à la question, mais en tout cas, c'est la meilleure réponse que je peux y apporter pour l'instant, et je pense que ça permet aussi de répondre en partie à la question de Laura sur le fait... Pardon, en fait, ça va me permettre de répondre aux questions de Laura et Maris. Maris, tout d'abord, sur le rôle joué dans les institutions, sur la constitution du statut d'artiste-auteur, en fait, justement, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le cadre de ma thèse, c'était de voir à quel point, en fait, les différents professionnels, auteurs et autrices que j'ai pu rencontrer, se montraient réfractaires, en fait, vis-à-vis de la constitution d'un groupe professionnel, du fait de cette informalité-là, mais que c'était quand même assez différent d'un groupe professionnel à l'autre. C'est-à-dire que finalement, même si je décris les auteurs et autrices de bande dessinée comme très réfractaires au groupe professionnel, c'est peut-être le groupe professionnel qui est le moins réfractaire parmi tous les artistes-auteurs. Et c'est là qu'il y a un point qui est intéressant et que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est que en fait, ils se confrontent à des institutions étatiques qui demandent, en fait, qui exigent une très forte, désolé pour le terme, mais c'est une totalisation, en fait, une généralisation, une mise en commun. En gros, l'État demande la création d'un énorme groupe social pour pouvoir créer une nouvelle catégorie qui soit adaptée. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs, autrices de bande dessinée sont à peu près d'accord pour faire un groupe, pour reconnaître qu'ils s'inscrivent malgré tout dans un groupe professionnel, et ça c'est au prix de tout un arrangement par rapport à l'informalité qui prévaut dans le milieu, mais ce passage-là au groupe, les autres catégories qui font partie du groupe des artistes-auteurs, elles ne sont pas du tout prêts à faire ce travail. Les écrivains, par exemple, sont encore plus réfractaires que les auteurs et autrices à l'idée d'appartenir à un groupe professionnel. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que pour réussir à faire appel à l'État, il y a une exigence de totalisation qui est énorme de la part de l'État, qui demande que le groupe se fasse au niveau des artistes-auteurs, alors que le groupe des artistes-auteurs, en fait, il n'existe pas, en fait, il n'arrive pas à se constituer parce qu'une partie des gens qui
pourraient faire partie de ce groupe professionnel ne s'y reconnaissent pas et disent non, nous, le niveau pertinent, c'est pas artiste-auteur, c'est en dessous. Donc, les auteurs et autrices de bande dessinée, pendant ma thèse, en gros, ont essayé de monter le plus haut possible. C'est pour ça que, par exemple, le groupe des coloristes, en fait, il y avait un syndicat des coloristes qui a été, en fait, une association des coloristes qui a été refondue, en fait, plus ou moins dans le syndicat des auteurs et des autrices, parce qu'il y avait cette volonté un peu de monter en généralité, d'aller au niveau du dessus du groupe. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire alliance avec d'autres groupes professionnels qui, pour le coup, sont encore moins des groupes professionnels que les auteurs et autrices de bande dessinée, les écrivains, les photographes, etc. Donc voilà, il y a cette difficulté-là qui fait que, en fait, les enjeux et les revendications se font à un niveau infra, en l'occurrence celui des auteurs et autrices de bande dessinée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même phénomène avec les autrices. Là, ça va me permettre de répondre à la question de Laura, enfin en tout cas d'essayer d'y répondre. C'est que dans le cas des autrices, justement, la revendication s'est faite à un niveau infra, à savoir celui de créer un collectif qui se limite aux autrices. Pourquoi est-ce que ça répond à Laura? C'est que pendant très longtemps, vu qu'on ne leur laissait pas la possibilité de faire ça, les autrices n'avaient pas vraiment d'autre choix que de créer leurs propres instances, leurs propres institutions de validation, parce qu'on ne leur laissait pas de place ailleurs. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, hein, pour réussir à construire un problème professionnel et un problème public, il y a deux choses, il y a la monstration, la visibilisation et la démonstration. Et justement, le fait de créer des festivals, des prix qui sont réservés aux autrices, c'est un moyen pour les autrices de dire nous existons publiquement et il y a un problème si on n'a pas d'autre choix que de créer des espaces de légitimation. Pour reprendre les termes de Boltanski, c'est pas espace qui dit, c'est des institutions de consécration, je sais plus. C'est un terme qui reprend Althusser, bref, c'est pas très intéressant. Bref, voilà, en gros, c'est de créer des instances. Voilà, ça. En fait, le fait que les autrices soient suffisamment organisées pour créer ça, et en gros, le fait qu'elles le créent, ça permet d'adresser une critique très forte au milieu en disant les instances de légitimation qui existent, les instances de consécration ne sont pas suffisantes, mais en même temps, nous avons envie d'exister publiquement, et donc on va créer notre groupe malgré vous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces festivals, prix, etc., font ensuite l'objet de critiques, déjà de la part de relativisateurs extérieurs, des gens qui vont commencer par critiquer en disant « mais quand même, c'est un faux problème ». Alors soit en relativisant carrément en disant « mais en fait, des femmes dans la bande dessinée, il n'y en a pas ». Alors ça, c'est une négation complète de la réalité, donc généralement, ça échoue immédiatement. Puis des relativisations un peu plus subtiles en disant « oui, mais en vrai, on a tous les mêmes problèmes et le problème est ailleurs, c'est celui des inégalités salariales, enfin des inégalités de rémunération. J'arrive à ta question, Maëlys, après. Et voilà, et après, voir, ce qui va être intéressant, ça va être de voir à quel point, au bout d'un moment, il va peut-être même y avoir une relativisation de la part des autrices elles-mêmes, qui vont dire, mais finalement, ce type d'initiative n'est plus cohérente parce que ça contribue à nous ostraciser, à nous mettre de côté, à nous mettre dans une autre catégorie que les gens vont juger comme étant inférieure. En gros, c'est un peu, c'était l'expression de Marion Montaigne qui disait le prix pour les femmes en bande dessinée, c'est un peu le prix paralympique. Et ça, typiquement, c'est une manière de relativiser le problème. Non pas que Marion Montaigne n'est pas engagée pour la cause des autrices, hein, pas du tout, vous le savez sans doute mieux que moi. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que le type d'initiative, le type d'action collective qui sont mis en place, elles sont toujours susceptibles d'être relativisées par la suite parce qu'il y a eu un changement dans le milieu social qui fait qu'en fait, ce qui était très adapté à un moment donné, à savoir il fallait montrer que des femmes existent, ça ne l'est plus à un moment donné où il y a... En fait, c'est devenu un problème professionnel reconnu par tous. Donc en fait, ça ne veut pas dire que les initiatives sont mauvaises et qu'elles doivent être critiquées, pas du tout, c'est juste qu'il y en avait besoin à un moment donné, et le fait de suivre comment les acteurs et actrices vont critiquer ces opérations, ça nous renseigne sur l'évolution qu'il y a dans le milieu. Mais pour ça, il faut vraiment décrire très finement le processus de relativisation du problème.
Et donc, Maëlys, effectivement, je finis sur ta question. Effectivement, c'est super intéressant parce que, en fait, je pense que faudrait relire les données attentivement, mais une hypothèse, ça serait de dire que la concentration sur les inégalités de revenus, c'était une manière de concilier justement les revendications du groupe des autrices et du groupe professionnel des auteurs et autrices. En gros, là, il y avait un moment donné où les deux revendications se croisaient. En gros, c'était de dire, l'enjeu à ce moment-là, il faut le rappeler, c'était construire un groupe professionnel, montrer qu'on a un groupe professionnel uni, capable de s'opposer à des éditeurs et à obtenir des meilleures conditions de travail. Et en plus, là, on se rend compte qu'en fait, les autrices, c'est la même chose en accentué. Donc finalement, ça leur permettait de se rencontrer et d'être sur des enjeux de lutte, entre guillemets, vraiment similaires, et de réussir à s'appuyer respectivement et à nourrir leur mobilisation respective. D'une certaine manière, en fait, à un moment donné, ça amenait leur mode de politisation, enfin, ça synchronisait leur modalité de politisation, en fait, je vais le dire comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que à un moment donné, elles ont synchronisé, toutes ces personnes, leur manière d'appréhender les problèmes, de dénoncer les problèmes et de montrer une responsabilité des problèmes qui ne soient pas une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas la faute des auteurs et des autrices, mais c'est la faute d'un système général. Et que ce système, on dise domination économique ou patriarcat, en fait, peu importe, c'était pas le débat ne se faisait pas, ce qui était important, c'était de montrer et démontrer ce problème-là. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui s'est joué, mais effectivement, ça pose la question de à quel point le fait de concentrer l'attention sur ce phénomène, par contre, quels sont les effets sociaux de ça? Effectivement, ça a eu un effet social très important, à savoir celui de concentrer sur la question des rémunérations de manière très forte. Ce qui va être dénoncé par le collectif, par certaines autrices du collectif BD Égalité, et ce qui, à mon avis, explique le fait qu'il y a des tensions qui vont se faire entre ce collectif et le syndicat des auteurs un peu plus tard. À un moment donné, ils vont réessayer de se mobiliser ensemble et en fait, la mobilisation va complètement tomber à l'eau. Je pense que ça vient de là. C'est qu'à un moment donné, en fait, il y a une scission en fait, qui se fait dans les modes de politisation. Et à l'inverse, en fait, les auteurs et autrices du Snack BD reprochent au collectif BD Égalité de ne pas monter assez en généralité. Par exemple, sur les questions des dérives sexistes en ce moment, eux, ce qu'ils défendent, ils disent en fait, c'est pas seulement un problème de dérive sexiste, c'est un problème de dérive comportementale qui ne se limite pas à la situation des autrices. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les acteurs configurent différemment, en fait, interprètent différemment le problème professionnel. Comment est-ce qu'ils vont essayer d'influencer la dénomination du problème d'un point de vue public? Comment est-ce qu'elles vont essayer, pour reprendre les termes de Gusfield, de se rendre propriétaire du problème, d'avoir la main mise sur la définition publique du problème? Donc ça, pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Comment est-ce qu'ils n'y arrivent pas? D'où ça vient? Etc. Mais effectivement, par contre, ça pose la question, et là, je n'ai pas du tout de réponse, mais la question de la responsabilité du chercheur et des chercheurs et chercheuses là-dessus. C'est-à-dire que oui, effectivement, par nos travaux, on contribue à cadrer publiquement les problèmes de telle ou telle manière. Et là, ça pose la question de notre responsabilité, et j'avoue que je n'ai pas de réponse à apporter sur ce point. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes les réponses fournies. Évidemment, ça donne beaucoup plus envie de réfléchir, de discuter, d'en débattre, parce qu'on a aussi des réflexions qui vont soit sur le même sens, soit sur des sens inversés. Mais là, on est limité par le temps, donc on va devoir vous quitter. Merci encore pour la présentation et pour l'échange fascinant, passionnant. Donc, on va se retrouver dans des moments informels ailleurs. Et je quitte ici les chats. On va procéder à la collecte de l'archive de l'histoire orale de Colline Picot. Donc, on doit organiser cela de suite. Donc, merci encore pour être venu, pour avoir patienté aussi suite aux problèmes techniques. Et on se retrouve le mois prochain. Non, le mois prochain, il n'y a pas de séminaire parce qu'il y a Angoulême. Donc, on va aller au festival observer, échanger avec des professionnels de la bande dessinée.
mais on suit toute la recherche autour de la bande dessinée avec les Brechois, la Brèche et des sociologues comme toi. Merci Pierre encore. Merci Françoise Merci et à vous. Lucie d'être venus. Et donc, on espère remettre ça en ligne sur YouTube pour que les autres personnes qui n'ont pas pu suivre en distanciel pourraient le faire ultérieurement. Donc, on se quitte ici et à très bientôt. Merci.